Si vous en êtes d'accord, je vous invite à une expérimentation de ce qu'on appelle la présence, au travers d'un petit exercice très simple. Vous voyez cette rose, imaginez que vous cueillez une rose ou qu'il y a une rose dans votre jardin et que vous la respirez. Alors, vous respirez son parfum, je veux dire. D'abord, vous la regardez, vous la touchez et puis vous la sentez. Alors, vous dites, bah oui, voilà, moi j'aime les roses, ou, ça sent bon la rose, ou alors, oh, j'aime pas cette fleur-là, ça sent le loukoum, ou est-ce que je sais, et j'aime pas les roses. Mais rendez-vous compte que quand vous dites ça, j'aime la rose, ou j'aime pas la rose, ou quand vous dites rien, mais que vous prenez la rose et que vous la sentez, est-ce que vous êtes sûr que vous sentez le parfum de la rose par elle-même, par lui-même, ou est-ce que vous êtes en contact avec l'idée que vous vous faites de son parfum et le fait que vous aimez ça ou le fait que vous aimez pas ça? Par exemple, vous croyez que vous détestez les tripes parce que ça a une odeur très particulière, les abats, je sais pas, la cervelle ou justement les tripes, ça a une contexture un peu spéciale et tout ça. Et alors on vous dit, tu veux pas essayer d'y goûter quand même? Alors vous y goûtez, mais en faisant la grimace. Alors même que vous n'y goûtez pas, en fait. Vous êtes en train de projeter sur la sensation que vous expérimentez une impression de dégoût. Le dégoût ne vient pas de l'expérience que vous êtes en train de faire. Le dégoût vient de l'idée que vous vous faites, de l'idée préconçue que vous vous faites à propos de cette expérience et que vous plaquez sur l'expérience. Vous voyez, on se croit enraciné dans le réel, mais on ne l'est pas du tout. La plupart du temps, on est dans notre tête et on vit par procuration de nos pensées. Par exemple, on arrive pour acheter quelque chose dans un magasin et il y a la queue devant. Alors on fait la queue parce qu'on n'a pas le choix, mais on n'est pas en train d'apprécier l'instant, on est en train de râler intérieurement après la queue, après le fait qu'il va falloir attendre, on est en train de se demander si ça va durer encore longtemps. On est dans notre tête, au lieu d'être simplement debout, en train de sentir nos pieds, nos jambes, notre corps, la respiration, observer les personnes, être en contact avec ce qui est. On est en train de s'imaginer qu'on perd notre temps et de chercher des stratagèmes pour éviter de le perdre. Alors on consulte notre smartphone pour rentabiliser. On se dit tiens, je vais déjà faire un ou deux petits trucs comme ça, ce sera déjà fait. Mais en fait, on est sans arrêt en train de faire quelque chose, on est sans arrêt en train d'instrumentaliser l'instant au profit de choses à faire, de choses à penser. On est sans arrêt en train de s'agiter au lieu d'être simplement dans la tranquillité de l'instant, c'est-à-dire la tranquillité de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas dans nos sensations corporelles, nous sommes dans l'idée que nous nous faisons de ce qui est là, et non pas en contact direct avec ce qui est là. Cette rose, au lieu de la sentir, on est en train de sentir la mémoire que nous avons de son parfum. Et si cette mémoire nous est agréable, on dit ah oui, j'aime bien, tu veux sentir la rose? Ah oui, oui, je veux bien, j'adore ça. Et en fait, on sent le parfum de la rose au travers du prisme, j'adore ça. On dit tu veux sentir la rose? Oh non, moi j'aime pas trop les roses, ça pique, ça sent bizarre et tout. Bah tu veux pas le sentir quand même, tu verras. Ouais, d'accord, mais non, non, mais je t'assure, non, j'aime pas, effectivement, j'aime pas trop. Voilà. On a senti la rose au travers du prisme de j'aime pas trop. Alors voilà, on se croit enraciné, on se croit présent, mais on n'est pas présent, on est complètement en exil dans notre tête. Alors c'est ni bien ni mal, c'est comme ça, si vous voulez, c'est une sorte de dysfonctionnement mental. Notre alimentation est trop sucrée, trop carnée, trop de produits morts, de produits trop cuits, de produits artificiels, et tout ça, ainsi que plein de sollicitations publicitaires et autres, plein d'activités diverses et variées sous le fait de la pression de conformité sociale, on est tout le temps en train de activer le mental et les pensées, au point qu'on se prend pour les pensées que nous avons, nous nous prenons pour les contenus de notre mental. Si nous voyons quelque chose euh, qui, euh, qui déclenche une pensée qui déclenche une émotion, nous nous prenons pour cette pensée, nous nous prenons pour cette émotion, nous croyons que nous sommes tristes ou en colère parce qu'il y a de la tristesse ou de la colère en nous. Voilà. En fait,
Le corps est le fondement même de la présence. Et il faut s'enraciner dans le corps. Mais il n'y a pas besoin d'être un maître d'arts martiaux enraciné dans le hara pour être enraciné dans le corps et enraciné dans le réel. Vous avez des gens qui ont fait des exercices d'enracinement par les arts martiaux qui sont complètement à côté de leur pompe, tout en étant très enracinés dans leur corps, en effet. Mais l'enracinement dans le corps, c'est juste une sorte d'habitude. Et s'ils se racontent une histoire à propos des arts martiaux et à propos de l'enracinement, eh ben, ils sont en train de vivre leur vie par procuration de l'histoire qu'ils se racontent. Et ils ne sont pas directement en train de vivre l'enracinement. Ils vivent la sensation d'enracinement dans le corps à travers une théorie, un dogme, une fantaisie de croire qu'il faudrait s'enraciner. Il n'y a pas besoin de s'enraciner, ce n'est pas quelque chose qu'il faut accomplir, c'est quelque chose qui se passe naturellement. Quand on cesse de manipuler les contenus du mental, alors on se détend, on s'abandonne dans le corps, on s'installe dans la sensation corporelle. Du coup, la sensation corporelle occupe tout l'espace de la conscience et les cristallisations émotionnelles ou les sensations, y compris de douleur, qui sont localement très intenses, se diffusent dans la globalité de la conscience, dans la globalité du corps, et petit à petit, l'objet même et le déclencheur même de la douleur, voire de l'émotion, voire de la pensée, se dissout dans le déploiement de cette sensation, de cette émotion, de cette pensée dans le champ de la conscience. Ce qui reste, c'est la conscience, c'est l'espace vierge dans lequel s'épanouissent ces manifestations. Et quand on est dans cet état de conscience, eh bien, il y a un enracinement dans le réel de la conscience que nous sommes. Alors s'enraciner, c'est sûrement pas se rigidifier. Je vais vous en donner une petite illustration dans un instant. Voyez-vous, Carl Fried Graf Durkheim distinguait le corps que l'on a du corps que l'on est. Parce qu'en allemand, je crois qu'il y a Körper qui doit vouloir dire le corps et Leib qui doit vouloir dire justement le corps que l'on est et non pas le corps que l'on a. Alors le corps que l'on a, c'est quoi? Eh bien c'est le corps qu'on amène chez le pharmacien ou chez le dentiste ou chez le médecin quand on a mal aux dents, quand on a mal à quelque chose et qu'on dit allez hop, soignez-le-moi s'il vous plaît. Un peu comme une veste qui serait posée sur une chaise, ce serait notre corps. Alors comme il faut bien, on ne peut pas sortir tout nu, ben, on met une veste. Comme on ne peut pas ne pas utiliser le corps pour sortir, eh ben, on sort avec notre corps. Mais c'est juste un corps que l'on a, quoi. C'est pas nous. C'est un truc fonctionnel. Et puis quand elle est malade, on apporte la voiture chez le garagiste, lequel s'en occupe. Et puis on la reprend quand elle est réparée. Ben voilà, ça c'est le corps que l'on a. On considère notre corps comme un vêtement inerte, comme un sac ou comme un véhicule que l'on porte sur soi ou chez le garagiste ou chez le médecin pour le guérir. Évidemment, ce corps que l'on a, on en est dissocié. On est, nous, exilés dans notre tête et on considère ce corps, on le voit d'en haut, on dit, bah oui, il a mal au genou, ah bah oui, il a été diagnostiqué, je sais pas quoi, telle maladie, et donc ce corps est malade de ça. Mais c'est comme si ça ne nous concernait pas. Ça concerne le corps que l'on a. Voilà. Alors, le corps que l'on a, on va en donner une illustration dans un instant. Le corps que l'on a, par exemple, c'est le corps image. Cette très belle fille de Alerte à Malibu, qui était je sais plus quoi, une série américaine évidemment. Cet athlète là que vous avez reconnu notre ami Schwarzenegger. Bon bref, peu importe les personnages que vous prenez des mannequins maigres comme des clous, ou des filles aux poitrines plantureuses, ou des bonshommes qui sont tout gonflés de muscles étranges, ou tout ce que vous voudrez. Eh bien, ce sont des corps images, ce sont des corps fonctionnels. Ça, c'est typiquement le corps que l'on a. Mais qu'est-ce que c'est que le corps que l'on est? C'est surtout pas ce que l'on voit à cette image, dans cette représentation ni de droite ni de gauche. Le corps, parce que là c'est artificiel, c'est gonflé aux hormones, c'est gonflé au botox ou je sais pas trop quoi. Le corps que l'on est, c'est l'expression de soi-même au niveau physique. L'expression naturelle, l'expression simple, sans se soucier
des aspects fonctionnels de performance sportive, ni se soucier de l'image que ça renverrait de soi. C'est simplement le corps que l'on expérimente quand on s'installe dedans, sans chercher à le manipuler en aucune manière, sans chercher à donner une impression aux autres, sans s'identifier, sans s'approprier, sans se projeter une fausse identité à travers de sa forme. Alors je vais vous proposer de faire une toute petite expérience, vraiment du bout des doigts, l'air de rien, l'air de ne pas y toucher. Si je vous dis détendez-vous, détendez vos épaules, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez, le bonhomme de gauche, là, un boxeur, il a monté ses épaules pour se défendre. Et puis la petite personne, la petite dame, elle a monté ses épaules parce qu'elle a toujours ses épaules en l'air, par exemple. On voit des gens comme ça, d'ailleurs nous-mêmes nous sommes un peu comme ça. On a un peu les épaules toujours, on a mal au trapèze, on a mal au cou parce qu'on regarde l'ordinateur, parce qu'on fronce les sourcils, parce qu'on a des soucis. Et en fait, on se protège en montant nos épaules. Alors, dans la version de droite, vous avez un type torse nu là qui manifestement fait beaucoup d'efforts pour détendre ses épaules. Il est en train de descendre ses épaules vers le bas. Alors au passage, il montre comme il fait bien des pompes et puis je sais pas trop de quoi là pour bien bander ses muscles. C'est bon, chacun fait comme il veut, mais c'est pas pour ça que je vous montre cette photo. C'est pour vous montrer. C'est pas facile de trouver une photo comme ça sur Internet, hein. J'en ai trouvé une, c'est un découpage d'un montage d'un truc où on voit le gars qui manifestement tire ses épaules vers le bas. Eh bien, les deux, le boxeur, il n'a pas les épaules détendues, il a les épaules contractées, la pauvre fille aussi, et celui-là aussi, et pourtant il a mis ses épaules vers le bas alors que les deux autres les ont mis vers le haut. Vous voyez, détendre les épaules, ça, c'est le travail que l'on fait sur le corps que l'on a. On considère que ce corps a les épaules tendues, donc on va les détendre. Et cette détente, exercée depuis au-dessus du corps par l'esprit que nous serions sur le corps que nous aurions qui serait lui en bas, cette détente-là est une violence, c'est une ingérence. Elle part d'une croyance que nous serions séparés de la vie du corps, et donc il faudrait agir intérieurement par la décision de l'esprit sur le corps, et on va détendre le corps. Mais pour qui se prend-on? Alors là, typiquement, il n'y a aucune détente, voyez-vous. La seule manière de détendre vos épaules, c'est de vous détendre dans vos épaules. Alors là, c'est pas facile de montrer quelqu'un qui a les épaules basses et qui a les épaules détendues. Bon, ben voilà, une fille qui a l'air d'avoir mal à la nuque et qui touche sa nuque, mais cela dit, ils ont pris un mannequin qui n'a pas la nuque tellement tendue ni les épaules tellement contractées. Donc c'est très bien, ça fait bien notre affaire. On a là l'image de quelqu'un qui est relativement détendu dans ses épaules. Du coup, ses épaules ne sont pas tendues. Et alors elle veut nous faire croire qu'elle a mal à la nuque pour vendre un produit, une pommade ou un appareil quelconque, mais en fin de compte, on voit bien qu'elle n'a pas mal à la nuque. Elle a les épaules très basses et la nuque longue, et il n'y a pas de douleur dans cette nuque-là, en tout cas pas dans l'instant de la photo. Voilà. Parce que cette personne n'a pas cherché à détendre ses épaules ni à baisser ses épaules, elle s'est simplement, supposons que ce serait le cas, en tout cas c'est ce que je vous invite à distinguer dans votre propre expérience, relevez vos épaules là maintenant, montez vos épaules, faites toucher vos oreilles avec vos épaules. Puis maintenant, descendez vos épaules. Et les épaules étant très basses, essayez de détendre vos épaules. Voilà. Et puis maintenant, prenez une grande inspiration, puis expirez, lâchez vos épaules, vous occupez plus de vos épaules, et puis installez-vous dans vos épaules, localisez votre conscience dans les trapèzes, la nuque, les clavicules, et puis détendez-vous vous-même dans vos épaules. À l'endroit de cette localisation de la conscience, ne touchez pas aux épaules, vous occupez pas des épaules, occupez-vous de vous-même, occupez-vous de vous détendre dans vos épaules, répartissez-vous, coulez dans vos épaules, détendez-vous, c'est-à-dire vivez une expansion, étalez-vous dans vos épaules, déployez-vous, voilà le mot que je cherchais, déployez-vous dans votre nuque, dans vos épaules, respirez dans vos épaules. Vous voyez, là, il va s'opérer petit à petit une détente de vos épaules, parce que d'abord, vous vous êtes détendu
dans vos épaules. Vous êtes détendu au niveau de vos épaules. Ça, c'est le corps que l'on est. Et là, il y a une présence de la vie, alors que dans le corps que l'on a, qui n'existe d'ailleurs pas, ce n'est qu'une projection, et qui nous coupe de la vie du corps que l'on est, parce qu'on plaque sur le corps que l'on est l'idée que l'on se fait du corps que l'on a. Alors bon, on joue sur les mots, corps que l'on a, corps que l'on est, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est bien compliqué. Mais non, c'est pas compliqué. C'est deux postures totalement différentes et des éléments de langage qui désignent ces postures et ces attitudes totalement différentes, diamétralement opposées. Il y en a une qui est une vraie détente et l'autre qui est une vraie violence. Et pourtant, les deux prétendent détendre et les deux prétendent détendre les épaules. Eh bien, il y en a une qui est une violence exercée à l'égard des épaules et l'autre qui est une véritable détente à l'intérieur des épaules. Voilà, la présence, si vous voulez épanouir le rayonnement de la présence, il faut vous installer dans le corps que vous êtes, c'est-à-dire le corps vivant, le corps sensible, le corps vibrant. Être présent au corps que vous êtes, c'est vous installer dans vos sensations corporelles pour écouter, pour entrer en relation avec autrui, à travers vos sensations corporelles et depuis vos sensations corporelles. Ne quittez pas l'enracinement dans les sensations corporelles sous prétexte que vous faites quelque chose, que vous écoutez quelque chose, que vous regardez quelque chose ou que vous entrez en relation avec quelqu'un, que vous entrez en conversation avec quelqu'un. Même la pensée devrait être pensée depuis et à travers les sensations corporelles. Là, il y a enracinement dans la stabilité, dans la sécurité du silence que vous êtes. Ce silence profond, cette stabilité profonde, cette immobilité profonde qui est sous-jacente à tous les mouvements, le silence qui est sous-jacent aux paroles et aux sons. La sensation corporelle, c'est l'expérience de l'ici et maintenant, il n'y en a pas d'autre. Tout ce que vous vivez dans un corps et forcément passe par le prisme. Même quand vous pensez avec votre cerveau. Et la pensée est comme toute activité, l'activité du cerveau est une sensation. On a la sensation d'être en train de penser. Alors il faut écouter finement, si vous ne le sentez pas, écoutez mieux, écoutez encore. Vous verrez, quand on ne pense pas ou quand on pense, ce n'est pas la même sensation. Et quand on pense d'une manière causale ou d'une manière mentale, ce n'est pas la même sensation. Donc il faut oser et insister, rentrer dans l'écoute pour être dans cette sensation du corps. Là, vous êtes au centre de vous-même et depuis cette centralité, vous laissez s'épanouir, vous laissez se déployer cette écoute et vous laissez cette relation s'instaurer. Je ne vais pas dire entre vous et l'autre, parce que vous et l'autre, ce sont des expressions qui viennent du mental dualiste, qui imagine que vous seriez séparés de l'autre, qu'il y aurait un vous et qu'il y aurait un autre, et que les deux seraient différents. Mais il y a la conscience universelle, dans laquelle surgissent des impressions artificielles, superficielles et éphémères, de différentes formes, de différents phénomènes. Ces phénomènes peuvent être des perceptions, des conceptions, peu importe, des percepts ou des concepts, comme on dit. Eh bien, vous êtes dans la sensation corporelle, vous écoutez cela et vous relationnez à partir de cela, et là, vous êtes dans la présence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vous qui seriez à côté ou en dehors de la présence. Il y a présence, et il n'y a pas vous qui rayonnez votre présence. Il y a présence qui rayonne, il y a rayonnement de la présence, au travers de cette relation, au travers de cette sensation. Et bien voilà, l'expérience que je voulais vous proposer de considérer pour la reproduire autant de fois que vous le pourrez, afin de pouvoir même vous installer à l'intérieur de cette expérience, pour ne vivre plus qu'elle finalement, à tout instant, sous les 1000 formes possibles que la vie vous présente. Une autre façon de le voir, regardez votre main droite. Voyez votre main droite
et prenez-la dans la main gauche et avec la main gauche, posez la main droite sur la table devant vous ou sur vos genoux. Voilà. Faites le geste de considérer votre main droite comme un objet et puis avec la main gauche, vous déposez cet objet devant vous. Voilà. Maintenant que c'est fait, voyez que votre main est inerte, votre main est vide, votre main est morte. Votre main n'est pas votre main, c'est une main. Maintenant, vous allez reprendre votre main droite, la remonter, vous allez secouer vos doigts pour effacer cette expérience. Et puis, comme sur l'image qui vous est présentée dans le diaporama, ouvrez vos doigts sans les tendre, ouvrez votre main un peu comme la forme de cette main délicate de femme apparemment, une jolie main de jolie femme, et vous imaginez, fermez vos yeux, sentez votre main de l'intérieur, imaginez comme dans l'image que vous avez vue qu'il y a des petites ampoules au bout des doigts, des petites ampoules électriques, qui allument l'espace tout autour de vous. Vous imaginez, vous ressentez comme si vous glissiez vos mains dans des gants et qu'au bout de ces gants, il y ait des petites résistances de chaleur qui vous chauffent le bout des doigts. Et imaginez que votre main devient très sensible. Alors ça commence par le bout des doigts, ça remonte dans les doigts, vous sentez l'espace entre les doigts, vous sentez le milieu de la paume et vous sentez des petits picotements, des petits frétillements en quelque sorte, des petites sensations de la circulation du sang dans les mains, de la circulation de l'énergie dans les mains. Et voyez, c'est plus du tout une main morte, une main objet, une main inerte, c'est une main vivante. Et voici cette main sensible, cette main de vibration. Si vous la regardez maintenant, vous n'allez presque pas la reconnaître. Parce que la sensation que vous ressentiez quand vous fermiez les yeux, eh bien, est autre chose que la vision que vous avez de cette main. Parce que comme je vous l'ai dit à propos de la rose, tout à l'heure, quand vous ressentiez votre main les yeux fermés, vous étiez en contact direct avec l'expérience. Et là, maintenant que vous la regardez, vous plaquez sur la main la représentation que vous vous faites de votre main. Et donc, il y a une dissonance cognitive entre ce que vous ressentez de l'intérieur et ce que vous voyez de l'extérieur. Alors maintenant, associez donc les deux, associez à cette main que vous voyez la sensation intérieure de la main et réunissez ces deux choses. Et à ce moment-là, votre représentation mentale de la main va s'aligner sur l'expérience directe de la sensation de la main. Et votre main, le corps que vous avez, cette main que vous avez, eh bien, c'est la main que vous êtes. Et là, vous êtes dans le rayonnement de la présence. Cette main, elle est vibrante. Cette main, si vous voulez maintenant la déposer sur votre joue, vous allez sentir une main chaude, une main affectueuse, une main vivante. C'est vous-même qui touchez votre joue. Et votre joue se laisse épouser par la forme de la main sent la joue, et la joue ressent la main. Et entre les deux, dans ce micro-contact très subtil de la main et de la joue, eh bien, il y a la manifestation de la présence. Alors, je terminerai ce diaporama en vous disant que la plupart du temps, donc, on est dans la procuration, on vit par procuration de nos pensées, on est comme en exil dans notre tête, au lieu d'être dans les sensations de la main comme tout à l'heure, on est dans l'image qu'on se fait de la main, on est donc dans le corps que l'on a, et en fait, quand en permanence il y a des pensées qui arrivent dans notre tête, on est en train de vivre le présent comme si c'était une répétition du passé. Un ami me disait l'autre jour, c'est Loïc Bouguet, quand je bricole, j'ai parfois l'idée que je ne suis pas très manuel. Alors évidemment, cette pensée ne m'aide pas à bien bricoler. Eh bien, quand on évoque je ne suis pas très manuel, on est en train de convoquer le fait de ne pas être très manuel, et donc aussitôt, ça devient fastidieux, on devient moins bon, le rayonnement de bricoleur de notre ami Loïc est réduit par le fait même de la présence de cette pensée parasite qui est une histoire à dormir debout, comme l'histoire du chaperon rouge ou de la cigale et de la fourmi ou toutes sortes de petites histoires qu'on peut raconter aux enfants. Le problème, c'est que quand on grandit, on continue à y croire. Le personnage de mon anecdote a cru, quand il était enfant, qu'il n'était pas très manuel.
Et cette histoire, aujourd'hui qu'il est adulte, il continue à y croire. Donc il continue à se raconter qu'il n'est pas très manuel. Du coup, il n'a aucune chance de développer son côté artistique de bricoleur. Il ne va pas développer la sensibilité de ses mains en se racontant qu'il a des mains grossières ou des mains pas manuelles. Voyez? Eh bien, si on veut développer la présence pour être beaucoup plus rayonnant et pouvoir embarquer des gens que l'on accompagne, leur rendre vraiment service en créant de la valeur pour eux, il faut faire exactement l'inverse de la formule ce que l'on évoque, on le convoque. C'est Loïc qui a trouvé cette très jolie, pas formule, mais transformulation en quelque sorte. Moi, je lui avais dit ce que l'on évoque, on le convoque. J'étais assez content de moi. Et puis lui, il a dit, ouais, mais dans le cas de la présence, c'est l'inverse. Alors je dis, ah bon, comment? Eh bien voilà, je vais convoquer en pleine conscience ce que je vais évoquer, délibérément. Alors effectivement, le problème c'est que quand j'ai une pensée qui me vient du genre oh là là, je suis pas très manuel, j'évoque des mains pas très habiles, et du coup je convoque ces mains pas très habiles, et du coup je deviens malhabile. Ça, c'est le fonctionnement ordinaire, non conscient. Mais si je rentre dans l'état de présence, alors je convoque consciemment le fait que euh, j'ai quelque chose à bricoler, il n'y a pas besoin de se laisser embarquer par des pensées diverses et variées. En revanche, je sais que j'ai déjà réussi quelque chose plusieurs fois, des bricolages qui n'étaient pas si mal. En plus de ça, j'ai un bon équipement. J'ai regardé un tutoriel sur YouTube, ça n'a pas l'air bien difficile. Et puis c'est amusant à faire. Il y en a peut-être pour un quart d'heure, mais ce n'est pas un quart d'heure de perdu. C'est une expérience. En fait, c'est la seule expérience qui existe en ce moment puisque c'est celle que je vis. Et donc je m'y donne à 100%. Il n'y a pas un espace libre pour passer une feuille de papier à cigarette entre moi et l'expérience. Il n'y a pas, oh là là, qu'est-ce que c'est casse-pied ce truc-là, je ne vais pas y arriver, etc. Non, ça, ce sont les pensées que je débranche pour être complètement dans cette vis que j'essaie d'atteindre avec mon petit tournevis dans le petit coin à droite derrière le radiateur. Bon, supposons. Enfin, il n'y a pas de vis derrière les radiateurs, mais enfin, derrière le placard, derrière l'armoire. Peu importe quoi. Eh bien, quand je vis cette expérience sans dire ah c'est casse-pied, ah je suis dans le noir, ah je suis assis par terre et ça me fatigue, je ne dis pas ça. Je n'évoque pas pour ne pas convoquer. Vous voyez, si on parle du loup, ben on le convoque en quelque sorte. Si on commence à évoquer ce qui nous fait peur, on va commencer à avoir peur. Si on commence à évoquer le contenu des pensées parasites, on va se trouver parasité. Donc au contraire, je vais convoquer en pleine conscience cette expérience et je vais la vivre délibérément de manière plénière. Et donc là, je vais être en pleine possession de mes ressources et chaque situation va être complètement neuve et je vais être beaucoup plus libre. Et là, l'expérience va être beaucoup plus légère à vivre. Je vais être heureux et rayonnant. Bon, voilà ce que je voulais partager avec vous, les amis. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez travailler sur la présence, si vous voulez vous former au coaching d'équipe, si vous voulez vous former au coaching, si vous voulez être supervisé en tant que coach, si vous voulez bénéficier d'un coaching, vous pouviez contacter, si en tant que coach vous voulez participer au club de coach énergie, si vous voulez en savoir plus sur nous, sur ce qu'on propose, n'hésitez pas à envoyer un mail à Céline, n'hésitez pas à envoyer un SMS à Paul. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. Je serai ravi de faire votre connaissance. Si vous êtes manager, leader, coach, on a sûrement des choses à se dire. N'hésitez pas à le faire. À bientôt.